Ravi de vous retrouver, donc ravi d'être avec Nathalie Kosciusko-Morizet en direct sur l'antenne de LCI et de Radio Classique. L'événement de la... D'abord, bonjour. Bonjour. L'événement de la semaine, c'est la loi Macron. Est-ce que vous la soutenez concernant le travail le dimanche? Ce que vous avez toujours dit pendant la campagne. Je trouve qu'il y a des bons éléments dans cette loi et d'autres qui me plaisent moins. Sur le travail le dimanche, moi je milite, je l'ai dit très clairement, pour l'ouverture, la liberté d'ouverture Partout. totale sur Paris. Ouais. Sur Paris intramuros. La liberté d'ouverture totale. À la vérité, je préférerais que ce soit le maire qui le décide. Et aujourd'hui, dans le cadre de la loi actuelle, elle a déjà le droit de décider. Oui, mais c'est ça qui est dommage. Je préférerais que ce soit à la main du maire. Je préférerais qu'on n'ait pas besoin de se le faire imposer par l'État. Mais si c'est le seul moyen, parce que la maire de Paris et la majorité socialiste ne veulent pas, va pour la loi Macron et on se le fera imposer par l'État. Je vais vous dire quand même pourquoi je suis pour. Il y a deux raisons majeures. D'abord, la première, c'est une raison d'activité, d'emploi, une raison économique. Libérer, en fait, l'ouverture des commerces dimanche à Paris, c'est créer des milliers d'emplois. Rien que sur le boulevard Haussmann. Ouvrir les grands magasins le dimanche, c'est considéré par les boutiques comme 2000 emplois en plus. Sur l'ensemble de Paris, c'est considéré comme la chambre de commerce et d'industrie par plus de 10 000 emplois en plus. Attendez, je voudrais dire pourquoi je trouve ça bien. Et il y a une deuxième raison. C'est pas seulement une question d'emploi, c'est pas seulement une question d'activité, c'est une question aussi d'attractivité au sens des rythmes de vie. Aujourd'hui, les grandes villes, elles vivent comme ça. Elles vivent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est ça la tendance. C'est des rythmes qui s'accélèrent. Ça ne veut pas dire que c'est partout sur le territoire pareil. À gauche, ils parlent de soumission à l'économie, de revenir sur les lois sociales. Sont les rythmes de vie aujourd'hui. Ils invoquent le dimanche chrétien même. Sont les rythmes de vie aujourd'hui d'une grande ville. Le dimanche chrétien, c'est intéressant de voir la gauche l'invoquer. Vous savez qu'à Rome, il y a la liberté d'ouverture des commerces le dimanche. Vous savez que vous savez que Bordeaux, c'est ouvert depuis 95. Depuis 1995, vous avez dans tout Bordeaux liberté d'ouverture des commerces dimanche. La vérité, c'est que ils sont divisés entre eux. Il y a une fracture qui traverse la gauche sur ce sujet, notamment vis-à-vis des syndicats. Et on le voit bien pas, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ils sont pas d'accord. Anne Hidalgo, pendant la campagne de Paris, elle avait changé d'avis 4 fois sur ce sujet-là. On va pas faire la campagne de Paris. Moi, ce que politique interne. Maintenant, donc, je vous le dis précisément, je souhaite à Paris, je souhaite qu'il y ait la liberté d'ouverture. Je préférerais que le maire puisse se choisir. Je préférerais qu'on n'ait pas besoin de se le faire imposer par l'État, c'est-à-dire par la loi Macron. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, va pour la loi Macron. Ceci dit... Va par la loi Macron, ça veut dire que vous allez la voter. Ceci dit, il y a d'autres choses dans la loi Macron qui me plaisent moins. Oui, d'accord, mais là, je peux vous donner un exemple. Bah oui, mais dans la loi Macron, il y a plusieurs choses. Je vais vous donner un exemple de choses qui me plaisent moins. Vous n'avez pas répondu. Vous allez la voter ou pas? Sur le commerce dimanche, je suis pour. Il y a d'autres choses dans la loi Macron qui me plaisent moins. C'est-à-dire? Je vous donne un exemple. La libéralisation... Oui, mais enfin, c'est important. La libéralisation des parcours de car, en fait, des lignes de car intérieures. Moi, je ne comprends pas la logique de cette majorité-là. Les cars, l'autocar, ce n'est pas le système de transport le plus sûr, le meilleur en termes de sécurité, et c'est surtout pas le plus respectueux de l'environnement. C'est quoi la logique d'un gouvernement qui s'associe avec les Verts et nous explique que l'écologie, c'est lui, qu'on prépare la COP21, vous savez, la lutte contre le changement climatique, en décembre 2015 à Paris, et qui, dans le même temps, renonce à l'écotaxe, qui visait à faire payer les poids lourds pour pouvoir financer les alternatives au transport, par exemple le rail ou le fluvial. Donc il renonce à l'écotaxe, il renonce à faire payer les poids lourds pour financer les alternatives au transport, et puis il libéralise le transport par autocar qui va aller concurrencer le train. Et sur l'ensemble du texte, je comprends que vous êtes quand même plutôt pour, même s'il y a des incohérences de votre point de vue. Je viens de vous citer, il y a des choses pour lesquelles je suis, il y a des choses contre lesquelles je suis, il y a des trucs pour, il y a des trucs contre. Concernant la future majorité que vous souhaitez représenter, est-ce que tous ces textes-là vont être abrogés? Parce que vous avez entendu Jean-Christophe Cambadélis, il a ironisé sur Nicolas Sarkozy en l'appelant abrogateur. Au fond, il veut abroger absolument tout ce que la gauche a fait depuis qu'elle est au pouvoir. La critique de Jean-Christophe Cambadélis, elle est quand même bien mal placée, bien malvenue. Qui, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'a de cesse d'abroger ce qu'a fait son prédécesseur? Rappelez-moi, c'est qui a supprimé la défiscalisation des 35 heures? C'est qui a abrogé les peines planchées? C'est qui a supprimé la TVA sociale pour immédiatement refaire la même chose en moins bien au profit des entreprises? C'est pas François Hollande. Il y en a un qui passe son temps à essayer de supprimer toute trace de son prédécesseur, c'est François Hollande.
Et dans les annonces... Oui, ça, c'est la loi de la politique, finalement. Quand Valls dit c'est la revanche Nicolas Sarkozy, vous lui répondez non, c'est la revanche François Hollande. Pardonnez-moi, mais ça fait un peu conversation de... Dieu sait que dans les propositions qu'a fait Nicolas Sarkozy, je l'ai dit, dans les propositions d'abrogation, moi, il y en a avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec l'abrogation de la loi Taubira. Je pense que c'est une erreur. Donc, je ne vous défends pas toutes ces propositions d'abrogation, mais je vous dis que ça manque pas de sel de voir Cambadélis expliquer que Nicolas Sarkozy ne songe qu'à abroger quand on voit d'où vient et où est aujourd'hui Cambadélis. Question, est-ce que vous considérez finalement, puisque maintenant vous êtes numéro 2 de l'UMP, qu'il y a une sorte de sous-estimation de François Hollande et de Manuel Valls par la droite aujourd'hui? Parce que ça fait des semaines que vous dites qu'ils ne sont bons à rien, c'est une présidence virtuelle, etc. Mais enfin, ils sont toujours là. Guillaume Durand, les institutions sont solides. Non, mais enfin, ils ne sont pas simplement protégés par les institutions. Des baïonnettes et à créer des barricades, là, c'est compliqué quand même. Bien sûr, non, mais tout le monde en est conscient. Mais je dis, ils sont encore là. Vous avez la réforme territoriale, vous avez l'examen à l'Assemblée du droit d'asile, la loi Macron cette semaine. Enfin, la machine continue à tourner, c'est ça que je veux dire. La machine continue à tourner. Et encore une fois, les institutions sont solides, mais avec quel résultat? Vous savez, le sujet en politique, il y a l'esbrouf, il y a l'image, il y a tout ça. Et puis, à un moment, il y a un juge de paix, c'est quand même les résultats. Et c'est les Français qui jugent sur cette base-là. Quels sont les résultats? Moi, ça m'a frappé dans l'intervention de Manuel Valls sur France 2 dimanche soir. Il parlait d'efficacité. Il balayait toutes les questions. Non, ce qui est important, c'est mon efficacité. Et je comprends pas pourquoi le journaliste, ça part après. Il disait, oui, justement, parlons-en. Ton efficacité. Alors le chômage, mois après mois, la fameuse inversion de la courbe du chômage, les perspectives économiques et sociales pour 2015, parlons-en. C'est ça le sujet. Après, mais ça, les Français sont conscients. Après, vous me dites, il est habile, il est toujours au pouvoir. Oui, il a été élu pour 5 ans. Et non, puis, ce que je veux dire, c'est que la machine travaille, même si elle travaille dans la difficulté. Je ne suis pas en train de les défendre. Si elle pédale dans la semoule, ça ne sert à rien. Ouais. Pour ce qui est de l'habileté politique, je peux vous rejoindre. Hollande, il a une certaine habileté politique. L'habileté politique pour pouvoir faire la synthèse à la tête du Parti socialiste, naviguer, slalomer entre les différents courants du PS, c'est pas l'habileté pour pouvoir conduire la France et les Français là où on voudrait aller. C'est pas la même. L'habileté politique, moi, je lui conteste pas. Elle est réelle. Mais est-ce que c'est de ça que la France et les Français ont besoin? Je trouve pas. Et regardez les résultats. Justement, en termes d'habileté politique. Vous avez l'impression que les Français sont heureux? Vous avez l'impression que ça va bien? Oui, non, mais si vous me demandez de psychanalyser l'ensemble de mon pays, ça va être très compliqué ce matin, mais je veux bien essayer. Moi, j'ai un pronostic, dépression collective. Et je pense qu'il y a un responsable, François Hollande. Question. Justement, l'une de leurs malices, si l'on peut dire, c'est de dire finalement Nicolas Sarkozy, il a beaucoup de mal à réunir son camp, mais il va avoir aucun mal à réunir la gauche qui justement est divisée. Non, si ça peut les consoler... Là, on voit bien que tout d'un coup, le retour de Nicolas Sarkozy, d'une certaine manière, ça les arrange politiquement. Oui, c'est ce qu'ils veulent croire. Ils le transforment en une sorte d'antéchrist de la politique vis-à-vis d'une partie de la gauche qui conteste leur pouvoir. Ils essayent d'y trouver un élément de remobilisation. Oui. Enfin, moi, ce que je crois, c'est que ça fait 2 ans que l'opposition a bien du mal à s'incarner. Oui. C'est une réalité quand même. Ça fait 2 ans que entre les batailles de chefs, les polémiques, les affaires, l'opposition a bien du mal à s'incarner, à faire entendre sa voix. Et de ce point de vue-là, le retour de Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu son retour. C'est une bonne nouvelle pour l'opposition, une mauvaise nouvelle pour le PS et d'ailleurs aussi pour le FN. Parce qu'on a une opposition qui a enfin un visage et une voix forte. Vous trouvez ça normal qu'aucune banque française devait financer le Front National? Et vous trouvez ça normal que le Front National se finance en Russie? Je trouve ça, c'est pas illégal, si vous voulez, il n'y a rien d'illégal à aller chercher une banque étrangère. Mais je trouve assez cocasse de voir aujourd'hui que le Front National, finalement, prône la préférence nationale pour tout, sauf pour les banques, quoi. Mais est-ce que les banques sont dans leur rôle de prendre des distances vis-à-vis d'un parti qu'elles considèrent comme... Écoutez, moi, je ne sais pas pour quel motif les banques ont pris leur distance. La prudence. On connaît pas, la prudence exprimée sous d'autres termes. Oui, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants des raisons et des comptes du FN. Question, Nathalie Kosciusko. Est-ce que vous n'êtes pas un peu isolé idéologiquement? Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous allez garder votre liberté de parole. Vous venez encore d'en faire la preuve en parlant de la loi Taubira. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas isolé au sein de la direction de l'UMP actuellement, qui est quand même plus à droite que vous? Vauquier, Ciotti, Darmanin... Ce qui compte, d'abord... il faudrait que vous interrogiez les uns les autres. Moi, je ne suis pas leur porte-parole et je ne suis pas sûr que ceux que vous venez de citer auraient des opinions tellement différentes de ce que je viens de dire. Mais, ou sur d'autres sujets, il faudrait les balayer. On est rarement à 100% d'accord sur tout. Mais ce qui compte, c'est pas les uns ou les autres à la direction de l'UMP. Ce qui compte, c'est d'abord les militants et
Et ensuite, j'allais dire, c'est pas ensuite, c'est avant, sauf que dans un parti, on essaye de mobiliser les militants pour parler aux Français, les Français. Et moi, ce que j'aime... Il y a des rivalités quand même, des rivalités idéologiques, même des rivalités. Je lis dans les journaux ce matin où il paraît que vous êtes engueulé avec Wauquiez pour des histoires de bureau. C'est intéressant. Mais je vais vous dire, bien sûr qu'il y a c'est faux. Mais bien sûr qu'il y a des rivalités. Non, c'est faux. Bien sûr qu'il y a des rivalités, mais c'est pas le sujet. Franchement, ça intéresse pas les Français. Ce qui est important... Mais je suis d'accord avec vous, mais ça prouve qu'il y a quand même quelque chose de pas net dans cette coalition, même si la victoire est claire et nette. De pas net, si, il y a une rivalité. Il y a une rivalité, une différence de ligne. Il y a une différence de ligne. Mais allons au bout de ça, puisque ça vous intéresse. Oui, ça intéresse tous les gens. Bon, il y a plusieurs sensibilités politiques à l'UMP. Nicolas Sarkozy essaye d'incarner, de faciliter l'unité. Il y a deux façons de voir les choses. Quand vous voyez des personnes qui manifestement ont des points de désaccord, se mettre à travailler ensemble. Vous pouvez vous dire, oh là là, il va y avoir un conflit tous les jours. C'est une façon de voir les choses et je comprends bien le point de vue, notamment le point de vue médiatique, parce que ça a quelque chose de saignant. Non, mais c'est lui qui dit qu'il était contre les courants. Et il y a une autre façon de voir les choses, mais c'est pas des courants là, c'est des personnalités différentes. Et une autre façon de voir les choses qui est de dire, il essaye de faire l'unité. Moi, c'est cette façon-là, c'est dans cet esprit-là que je travaille. Et objectivement, depuis une semaine, c'est ça qu'essaye de faire Nicolas Sarkozy, c'est de faire l'unité, c'est de recevoir tout le monde, c'est de faire progressivement décroître la haine entre les personnes qui a existé à l'intérieur de cette famille politique. Oui, et donc il y a encore quelques traces aujourd'hui, mais y compris dans votre génération, parce qu'on croyait que c'était général à ceux qui ont 60 ans et non pas fondamentalement dans la génération que vous représentez. Moi, j'ai une ligne qui est la mienne, qui est assez affirmée. Je pense qu'on ne combat pas le FN sur le terrain du FN. Je pense que nos militants et les militants du FN, ce ne sont pas les mêmes. Je pense que notre ligne politique et la ligne politique du FN, ce n'est pas la même. Il va falloir trouver une ligne claire d'ici les grandes échéances quand même. Il va falloir trouver une ligne claire d'ici les... Oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'elle va être tranchée par les militants. Et là aussi, c'est une des raisons de mon soutien à Nicolas Sarkozy. C'est qu'il a dit clairement que sur toutes les grandes questions, il les soumettrait au vote des militants. Moi, un certain nombre des options que je pousse, je les défendrai devant les militants. Parce que je pense qu'il faut qu'on parle de tous les sujets traditionnels de la droite. Qui sont au cœur de la société et qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Mais il faut aussi qu'on construise une espérance pour tous, qu'on construise une espérance pour que la génération qui est en train de se lancer sur le marché du travail, elle n'ait pas qu'un seul rêve, c'est d'aller travailler ailleurs, faire sa vie ailleurs. Et elle part pas pour des raisons fiscales, cette génération-là. Elle part parce qu'elle a l'impression que l'espérance est ailleurs, que c'est plus en France que ça se passe. Voilà, moi c'est ça mon engagement en politique. Oui, il y a tous les sujets traditionnels de la droite, mais ça suffit pas de se faire applaudir devant les militants en disant qu'il faut mettre les voyous en prison. Il faut aussi donner une espérance et aux militants et aux Français. Pourquoi vous restez en France? À quoi la France ressemblera en 2020? Et pourquoi en 2020, vos enfants, ils voudront toujours vivre en France et faire leur vie en France? Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI.